Un mois sans boire une goutte d'alcool. Pour tous les volontaires, le DRY January commence ce samedi, une opération qui n'a toujours pas droit au soutien de l'État contrairement à des campagnes de même nature contre le tabagisme. On n'a pas d'aide gouvernementale et on est toujours sans moyens, souligne la juriste Claude Rambaud, vice-présidente de la Fédération d'associations France Asso Santé, qui chapeaute cette campagne. Lancée pour la 3e année consécutive en France, sur le modèle d'opération semblable dans le monde anglo-saxon et scandinave, le DRY January fonctionne sur un principe simple, ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. La période est propice à faire une pause, après des fêtes souvent marquées par une importante consommation d'alcool. Mais le but n'est pas seulement de reposer son organisme, c'est de se rendre compte par soi-même de ce qui change dans un quotidien sans alcool. « 2022, ça rime avec « pâtes aux œufs », mais pas que. Elles peuvent aussi être sèches, les pâtes, fourrées, au pesto, à la tomate, carbonara, chinoise ou aux fruits de mer. Qu'importe, on en raffole et 20 minutes promet de rythmer votre année en vous proposant un tuto pratique ou une recette, chaque vendredi en fin de matinée. Alors oui, ce 1er janvier tombe un samedi. Mais c'est un jour particulier, retour de fiesta tard dans la nuit, ce matin on a la gueule de bois. Mais bientôt ça ira mieux, surtout après avoir englouti les pâtes au ketchup basque maison que Julien Duboué concoctait déjà pour 20 minutes l'an dernier, à peu près à la même époque. Il s'agit de la version améliorée d'un plat que le chef du Boulon à Paris avait l'habitude de se faire plus jeune, après être sorti jusqu'à tard avec ses copains. On en trouve le détail dans Cuite, un excellent livre de recettes faciles pour faire passer les lendemains difficiles, signé Victoire Loup Éditions. C'est d'abord un épisode d'origine météorologique, détaille celui qui est aussi directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Une masse d'air venue de la zone tropicale de l'Atlantique qui ne s'est pas mélangée, gardant sa chaleur. Ce faisant, il a contribué à repousser le vortex polaire, abonde Nathalie Huret, bloqué au-dessus du pôle. C'est l'ensemble du système météorologique qui est bloqué, insiste-t-elle. Un phénomène naturel, qui s'est déjà produit en février 2020, mais où le changement climatique contribue à une surhausse des températures, décrypte Robert Vautard. En dopant ces écarts de température, le changement climatique contribue aussi à leur plus grande régularité, observable en statistique. Cette douceur en France n'est d'ailleurs pas un phénomène isolé, et c'est en cela qu'il s'inscrit dans le réchauffement climatique, selon nos 2 experts. Mais contrairement à une crue soudaine, ou même à une canicule pouvant mener à des actions sanitaires, difficile d'agir pour ramener rapidement le froid. Il y a un moyen d'agir, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre, sourit Robert Vautard. Mais ce n'est pas en relâchant la pédale que la neige va tomber. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a annoncé mardi qu'il ouvrait une enquête sur l'entreprise derrière ChatGPT, au moment où de plus en plus de voix appellent à davantage réguler l'intelligence artificielle, IA. L'enquête sur l'entreprise américaine OpenAI a été lancée à la suite d'une plainte selon laquelle des renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et communiqués sans consentement, a indiqué l'organe gouvernemental. Blocage en Italie. Lancé en novembre, le robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI utilise des informations disponibles en ligne pour répondre de façon détaillée aux requêtes des internautes. Nous devons suivre la rapide évolution des avancées technologiques et même conserver une longueur d'avance sur ce plan,
a déclaré le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Philippe Dufresne dans un communiqué. Dès son lancement, ChatGPT a été pris d'assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. Financé par le géant informatique Microsoft, qu'il a ajouté à plusieurs de ses services, il est parfois présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google. Vendredi, l'Italie est devenue le premier pays dans le monde occidental à bloquer ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données. Inquiétude autour de l'IA. L'IA nourrit en outre des inquiétudes bien plus profondes que la seule exploitation des données personnelles et l'Union européenne prépare actuellement un projet de régulation qui pourrait être finalisé d'ici début 2024, pour une application quelques années plus tard. L'agence de police européenne Europol a récemment averti que les criminels étaient prêts à tirer parti de l'intelligence artificielle comme les robots conversationnels pour commettre des fraudes et d'autres cybercrimes. Du gaz à l'électricité. Le réseau de transport en commun de la métropole de Lille, MEL, connaît une petite révolution avec la présentation, mardi, des 5 premiers bus électriques qui seront mis en service, dès lundi. La métropole de Lille est loin d'innover dans ce domaine. Les autres grandes métropoles ont déjà passé le cap comme, par exemple, Marseille, où 100% des bus seront électriques d'ici 2035, et Paris, qui ont été pionnières, en 2016. Rennes, en 2018, Strasbourg en 2020 ou encore Lyon en 2021, ont emboîté le pas. Alors pourquoi ce retard ? Ce n'est pas innovant pour la France, mais c'est une évolution, assume Damien Castelin, lequel reconnaît avoir pris exemple sur la ville de Nice, qui vient elle aussi de passer à l'électrique. Depuis 15 ans, nous étions innovants, accompagnés par le centre de valorisation organique qui produisait du biogaz, injecté dans le réseau, mais, avec la crise énergétique, nous avons la volonté de changer, a ajouté le président de la MEL. Un équipement de qualité. Un financement de 1 milliard d'euros est ainsi prévu pour le renouvellement du matériel. Cette nouveauté a surtout plu à Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul. Il a sauté sur l'occasion en acceptant de faire circuler 3 des 5 bus dans les rues de sa ville pour l'inauguration. À 2 pas de la plage de Piriapolis, sous la chaleur étouffante de l'été austral, des personnes défilent dans une boutique de surf, les bras chargés de déchets plastiques. Dans son sac, Fernando apporte des dizaines de bouteilles vides et d'emballages en plastique. L'idée, c'est de valoriser le recyclage en échangeant des kilos de plastique contre des plasticoins, une monnaie virtuelle que l'on peut utiliser dans certains commerces de Piriapolis. Ces plasticoins que Fernando reçoit en échange de ses déchets sont une monnaie virtuelle qui permet ensuite d'avoir des réductions auprès des commerces partenaires du projet, comme des restaurants, des boutiques, mais aussi un salon de coiffure ou une école de surf. Pour le moment, je les échange contre des produits de ménage biodégradables. Par exemple, pour 300 plasticoins, je peux avoir 3 kilos de lessive biodégradable. Le but, c'est de donner de la valeur au recyclage et inciter les gens à recycler. Gustavo Abiega travaille dans la boutique de surf Bajamar, qui est l'un des 3 points de collecte mis en place. Il explique le fonctionnement du projet. Ils viennent ici après s'être enregistrés en ligne. Nous avons une balance et avec 1 kilo de plastique, vous générez 100 plasticoins. Si le plastique vient de la plage, vous générez 200 plasticoins par kilo et 400 si ce sont des microplastiques.
Les déchets plastiques sont ensuite transmis au centre public de recyclage. L'idée est de leur faciliter la tâche et d'accroître la quantité de plastique recyclé, comme l'explique la dessinatrice industrielle Nicole Huillot, à l'origine du projet Plasticoin. Notre idée de départ était de fabriquer des produits recyclés, mais pour le faire, il faut de gros volumes de plastique. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du Plasticoin. Nous nous sommes demandé comment obtenir de gros volumes ou inciter économiquement les gens à nous apporter du plastique. Nous n'avions pas d'argent, donc nous avons inventé une monnaie et nous avons cherché des partenariats pour lui donner de la valeur. Juan Rivero est l'autre initiateur de Plasticoin. Cet informaticien en télécommunications de 34 ans insiste sur la volonté de transparence du projet qui les a amenés à avoir recours à une crypto-monnaie qui permet la traçabilité des déchets. Nous allons être totalement transparents sur les quantités de plastique qui sont récupérées, vendues, données à des coopératives ou qui ne peuvent pas être recyclées. Et grâce à la blockchain, on a une transparence et une traçabilité qui en plus sont sécurisées. Encore en phase d'expérimentation, le projet a déjà séduit plus d'1 millier de personnes et permis de récolter 1300 kilos de plastique en un mois. Si la priorité est de généraliser le dispositif à l'échelle nationale, Juan Rivero et Nicole Huillot assurent avoir déjà été contactés par des personnes intéressées aux États-Unis, en Finlande ou en France. Théo Conscience, de retour de Piriapolis, RFI. Je n'aime pas les enfants. Il n'est pas rare d'entendre cette phrase dans la bouche d'un adulte et de constater un silence convenu dans l'auditoire. La formule serait pourtant inacceptable si cette même personne remplaçait l'occurrence « enfant » par une autre population vulnérable. Imaginez quelqu'un dire sans rougir « Je n'aime pas les personnes racisées ou les individus porteurs d'un handicap ». Tout le monde s'étoufferait. A raison. Mais on peut pointer les enfants du doigt, s'agacer de leur agitation dans les transports, les exclure des lieux comme de vulgaires objets sans que personne ne réagisse. Et cette tendance semble prendre de l'ampleur avec un marketing, No Kids, qui séduit de plus en plus de monde. Les lieux de vacances, restaurants, voyages certifiés sans enfants de moins de 15 ans se multiplient. Dernière en date, la compagnie de croisière de luxe Virgin Voyages, qui exclut les moins de 18 ans, a annoncé son arrivée en France et en Italie. Qu'est-ce que cette mode du « no kids » dit de notre société ? L'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 promise par le Pacte vert pour l'Europe a imposé des efforts de plus en plus soutenus en matière d'investissement. Et ce pour atteindre la première étape de l'objectif climatique en 2030 qui prévoit une réduction de 55% des émissions carbone. Pour les secteurs du bâtiment et de la rénovation énergétique, et en particulier l'isolation thermique, France Stratégie estime que les investissements ne seront généralement pas rentables, sauf intervention significative du secteur public, notamment pour que les ménages puissent changer leur système de chauffage du fioul ou du gaz par des pompes à chaleur, seul domaine qui offrirait une rentabilité notable. Corollaire de l'accroissement du temps passé sur Internet, 65% des 18 à 24 ans indiquent avoir déjà été confrontés à une forme de violence en ligne, contre 37% au global. Et parmi ces 65%,
45% ont eux-mêmes déjà été, personnellement victimes de violences en ligne, c'est-à-dire de messages ou commentaires haineux, de harcèlement, de diffamation, etc. On comprend donc pourquoi les 18 à 24 ans sont, selon l'étude, davantage éprouvés par l'utilisation des réseaux sociaux que leurs aînés. 35% d'entre eux déclarent ainsi avoir déjà eu du mal à dormir, 42% se sentir souvent fatigués, 36% avoir déjà ressenti de l'anxiété, et 29% s'être souvent senti triste. La découverte du CO2 à la surface de Charon est significative, car ce gaz est essentiel au développement de la vie sur Terre. Les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la présence de dioxyde de carbone dans les objets de la ceinture de Kuiper, une région située au-delà de Neptune et où se trouve Pluton. Cette ceinture abrite de nombreux objets glacés, qui sont considérés comme des capsules temporelles, permettant de mieux comprendre la formation du système solaire. C'est grâce à la puissance de détection du télescope James Webb que les chercheurs ont pu finalement confirmer la présence de CO2 sur Charon. Sylvia Protopapa, chercheuse au Southwest Research Institute dans le Colorado, États-Unis, et première autrice de l'étude, a expliqué que cette découverte pourrait suggérer que la surface de Charon est un mélange de glace d'eau et de glace carbonique, la forme solide du dioxyde de carbone. Mais pas Vincent Van Gogh. À 37 ans, sa santé mentale est aussi chancelante que sa santé physique. Cet autodidacte est pourtant toujours aussi créatif. Regardez bien. Un ciel sombre, des lignes flottantes, une paysanne qui nous tourne le dos et de l'herbe tout juste esquissée. Pas de doute, Van Gogh reste une énigme. Et son tableau aussi, avec cette église que l'on ne voit que de dos et qui semble vaciller. Y a-t-il un lien avec l'ancienne vocation de pasteur de l'artiste ? Ces couleurs franches, cette absence de ligne droite, est-ce la réalité qui refuse de se laisser cerner par le peintre ? Avec ses pavés ensoleillés, l'église qui fait de l'ombre et ce ciel du soir, la toile paraît en tout cas avoir été peinte au fil de la journée avec le soleil qui se déplace. Ces deux chemins partent dans deux directions opposées pour contourner l'église. Symbolise-t-il toutes les interprétations qui s'offrent à nous ? À moins que tout cela soit l'expression du chaos intérieur de l'artiste. Comment ça ? Ouvert en 1869, le canal de Suez relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Point de passage stratégique pour le transport du pétrole, il génère d'importantes recettes dont l'économie égyptienne ne bénéficie pourtant que très peu. C'est en effet à la Grande-Bretagne et à la France, actionnaire majoritaire de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, que revient l'essentiel de ces droits de péage. Mais le 26 juillet 1956, à Alexandrie, le président égyptien Gamal Abdel Nasser fait une annonce retentissante. Devant une foule survoltée et dans un éclat de rire qui fait très vite le tour du monde, il déclare la nationalisation du canal de Suez. Avec les revenus du canal de Suez, Nasser souhaite financer la construction du barrage d'Assouan, un projet agricole onéreux pour lequel il avait sollicité l'aide des États-Unis et des Anglais qui lui ont tourné le dos. Après un siècle et demi de colonisation, le leader égyptien fait ainsi savoir au monde entier que l'Égypte peut se passer des puissances occidentales. Puis il se rapproche de l'URSS, une alliance qui inquiète la superpuissance américaine à l'heure où la guerre froide bat son plein.
Le déminage complet d'un territoire nécessitera des années, peut-être plusieurs décennies de travail. Un travail de fourmi avec ce paradoxe que la neutralisation d'une seule mine valant quelques dollars peut engendrer un investissement de plusieurs centaines de dollars. On a conçu pour ces opérations toutes sortes d'engins robotisés et même des tanks démineurs comme cet engin fabriqué en Suisse. Mais ce sont les chiens qui restent les meilleurs amis de l'homme, ou alors les rats. Ici, au Mozambique, ils ont fait preuve d'une efficacité remarquable. On ne peut pas comprendre avril 1907 si on ne vient pas sur l'année 1916. C'est une année tragique. D'abord la bataille de Verdun, qui est un combat franco-allemand d'une grande violence. Et puis brutalement, il va y avoir la bataille de la Somme, qui concerne plus les Anglais. Et on a tellement demandé à ces hommes en 1916, quand on va leur promettre la victoire en quelques jours, en 1917, avec l'arrivée d'un nouveau commandant, Joffre ayant été écarté, Nivelle arrive, et il promet, il a la clé miracle pour vaincre, pour briser les lignes ennemies. Et pendant 3 mois, ces hommes sont leurrés. Alors certains chefs se rendent compte que ce n'est pas possible. Il y a une hostilité au programme Nivelle. D'abord, il y a la retraite allemande du plan Hindenburg, la retraite Hindenburg, et ça bouleverse ses plans, mais ça ne le gêne pas. Il continue à croire au miracle. Je suis venu en tant que festivalier pour me déstresser avec mes collègues artistes congolais. Ce festival est très important pour nous, peuple congolais, parce que nous vivons dans le stress et l'angoisse de la guerre dans l'est du pays. Alors les organisations telles que le Festival Amani nous font un peu oublier la guerre. Une bouillie populaire dont raffolent les Britanniques, mais qui est beaucoup plus difficile à avaler par beaucoup, aussi difficile à avaler que le résultat du référendum sur le Brexit. Ce référendum, ça devait mal tourner pour les partisans de l'Europe, c'était inscrit dans les astres, si j'ose dire. Soit on a une culture du référendum et on peut se permettre de poser des questions sur des enjeux très ciblés. Faut-il augmenter le salaire minimum? Faut-il mieux réglementer l'immigration? Et avec cette culture du référendum, on peut peut-être ajouter une fois tous les 10 ou 15 ans une grosse question. Est-ce qu'on reste ou non dans un cadre institutionnel? Quand il n'y a pas de culture du référendum, poser une question aussi vaste, aussi immense, aussi lourde de conséquences, avec comme seule opportunité oui ou non, ça me paraît totalement déplacé et antidémocratique. C'est faussement démocratique.